Robert Adam, qui sera le plus grand architecte et décorateur d'intérieur de la deuxième moitié du XVIIIe, et Angelika Kauffmann fait partie de ses équipes. Quand dans les décorations de Adam, il y a des éléments peints à faire figurer, c'est généralement Angelika Kauffmann qui les fait. Et alors, elle s'est représentée ici, et ça, très très intéressant, c'est caractéristique évidemment du dilemme des femmes artistes à l'époque. Hein. Elle est à sa droite, à sa gauche pour nous, invitée par la musique à choisir d'être musicienne. Ça sera tellement plus facile et plus tranquille. Alors que vous le voyez, la peinture à droite pour nous, à la gauche pour elle, lui désigne une sorte de montagne qu'il va falloir gravir pour arriver au temple en haut de la vision. Sous-entendu, la peinture, c'est beaucoup plus difficile que la musique. Les femmes, généralement, n'y sont pas admises, mais c'est ça qu'il faut tenter, et il faut se détourner de la musique qui n'est pas suffisamment intellectuelle, qui est trop sensible, trop féminine, pour revendiquer autre chose. Et ça, c'est fondamental. Hein. Ce tableau est un tableau absolument essentiel sur la condition des femmes artistes dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en Europe. Car ce tableau qui représente Angelika Kauffmann, déchiré entre l'appel de la musique et l'appel difficile et exigeant, mais peut-être plus important, de la peinture, alors Vigée-Lebrun a fait tout au long de sa vie, référence à la musique. Vous avez ici un compositeur mineur italien, enfin mineur, non pas mineur, mais pas aussi fondamental, bien sûr, probablement, que des gens comme Vivaldi, etc. Mais il s'agit de Paisiello, hein, qu'elle a représenté ici lors, évidemment, de son exil italien. Hein. Tous ces portraits qui ne sont pas centrifètes, mais centrifuges, c'est-à-dire tous ces portraits qui parlent d'un autre pays que la France, hein, ce sont des portraits qui sont des portraits d'exil. C'est-à-dire c'est le moment où, encore une fois, elle est obligée de gagner sa vie pour faire ses fins de mois, pour nourrir sa fille. Hein. Et évidemment aussi, vous avez des portraits de cantatrices, comme Giuseppina Grassini ici, qui est une des grandes cantatrices de l'époque. Et c'est une cantatrice, évidemment, qui combine à la fois les charmes de la musique et puis d'autres charmes qui sont ceux de l'exotisme. C'est très important, ça aussi. Hein. Cette idée, si vous voulez, que depuis le début du XVIIIe siècle, il court à travers le goût français quelque chose d'orientalisant qui commence avec les lettres persanes, qui réapparaît dans Rameau et dans les Indes orientales, mais qui est fondamental au niveau de la turquerie, au niveau de la chinoiserie. Tout ça, c'est vraiment, ça fait vraiment partie, effectivement, du goût XVIIIe et d'une sorte de mondialisation du goût qui est très présente à l'époque. Hein. Alors ça, c'est la princesse Natalia Ivanovna Kourakina Negolovina, une amie très proche. Vous comprenez, elle va nouer des amitiés très proches. Et il y a quelque chose d'assez bouleversant dans le destin de cette femme. C'est une femme dont, finalement, en dehors de sa fille, tous les amis essentiels, tous les partenaires essentiels du monde de la peinture, etc., soit ont été éclatés parce qu'ils sont partis un peu partout dans l'émigration, soit ils sont menacés de mort constamment à Paris. Et quand elle noue des amitiés, elle sait bien que c'est des amitiés qui ne dureront pas parce qu'elle est condamnée à une errance pour toujours trouver un nouveau public, de nouveaux commanditaires qui vont lui permettre de survivre. Donc faut pas imaginer la vie de Madame Vigée-Lebrun comme un long fleuve tranquille, ça c'est clair. Hein. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que vous avez cette princesse russe qui était un compositeur amateur, donc vous avez à nouveau ce thème de la féminité et du musical, l'harmonie d'une certaine manière du monde, dans un monde qui est lui-même en dissonance absolue pour elle. Hein. Le monde de la Révolution française, c'est un monde de la dissonance. Et donc, trouver des figures qui incarnent une harmonie désirée alors que tout n'est que dissonance autour d'elle, c'est quand même fondamental.